À la une de cette édition, la situation économique et financière au Mali. Les chiffres sont au vert malgré les chocs enregistrés au plan international et au sein de l'UEMOA. Annonce du gouverneur de la BCEAO en visite à Bamako. Jean-Claude Cassibrou a été reçu cet après-midi par le président de la transition. Le Premier ministre a lui reçu le chef de la mission d'évaluation du processus de désengagement de la MINUSMA. Le chef de la mission a fait le point du déroulement de la mission au chef du gouvernement qui a assuré son interlocuteur de la disponibilité des autorités de la transition à collaborer avec les Nations Unies. Ça y est, c'est fait. Le nouveau gouverneur de Kidal est arrivé à Kidal. Général El Hadj Agamou a reçu un accueil chaleureux des populations. Il devrait s'employer au retour rapide des services sociaux de base dans la région. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition de ce mercredi. Le Conseil des ministres s'est tenu au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djombele. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Mariam Kone. Avec vous, le communiqué du Conseil des ministres. Tout à fait, avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2023-0243 PTRM et du 14 avril 2023 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration. Dans le cadre de la résolution de la crise que notre pays connaît depuis 2012 et en vue d'asseoir une paix durable, le gouvernement a signé avec les mouvements armés l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger les 15 mai et 20 juin 2015. Cet accord prévoit dans ses mécanismes la mise en place des structures chargées exclusivement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et d'intégration de l'ensemble des combattants des mouvements armés et signataires. Dans le cadre de l'opérationnalisation de ces mécanismes, la Commission nationale d'intégration a été créée par décret numéro 2023-0243 PTRM du 14 avril 2023. Le projet de décret adopté vise à corriger les insuffisances décelées dans le fonctionnement de la Commission nationale d'intégration. Et sur le rapport du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement signé ici à Bamako le 7 juin 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement pour le financement du projet de restauration des terres dégradées au Mali. Par cet accord, l'Association internationale de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un financement concessionnel d'un montant de 138 100 000 euros, soit 90 milliards 587 millions 661 700 francs CFA. Le projet objet du présent accord vise à accroître l'adoption de pratiques de restauration des paysages et l'accès des populations aux opportunités de revenus. Et sous le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique des stades de Caille, de Sikasso, de Ségou, de Mopti et du 26 mars de Bamako. Dans le cadre de la promotion du sport, les autorités ont développé des infrastructures sportives dans les régions de Caille, Sikasso, Ségou, Mopti, ainsi que dans le district de Bamako. Ces infrastructures sportives de catégorie A ont pour mission d'assurer la pratique des activités physique et sportive dans un cadre adéquat, d'organiser en collaboration avec les fédérations sportives reconnues toutes les manifestations relevant de leurs compétences, d'organiser les loisirs sportifs et culturels. Le cadre organique de ces stades est fixé par le décret numéro 02 431 PRM du 9 septembre 2002 qui, après plusieurs années de mise en œuvre, a révélé des insuffisances. L'adoption du présent projet de décret vise à corriger ces insuffisances et à doter pour les 5 prochaines années les 10 stades en personnel nécessaires à l'exécution de leur
mission. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 27e session de l'espace d'interpellation démocratique. Les travaux de la 27e session de l'espace d'interpellation démocratique se sont tenus le 10 décembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako. Pour cette session, le secrétariat général permanent a reçu 599 dossiers d'interpellation dans 22 de nos compatriotes établis à l'extérieur. Et sur ces 599 dossiers d'interpellation, 38 ont été retenus pour la lecture, 404 pour suite à donner et 153 non retenus. Il faut souligner que 4 dossiers d'interpellation ont été satisfaits au cours des travaux de dépouillement. À l'instar des années précédentes, les dossiers pour cette édition portent entre autres sur les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de paiement de droits, les difficultés liées à la bonne distribution et à l'exécution des décisions de justice, les demandes de régularisation des situations administratives. Le médiateur de la République et les membres du jury d'honneur ont salué l'engagement des membres du gouvernement pour les diligences observées qui améliorent les relations entre l'administration et les usagers des services publics. B. De la tenue de la cérémonie de lancement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'adoption du document de stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation et du plan d'action du gouvernement de transition en vue d'instaurer une lutte efficace contre la corruption et l'impunité sous toutes leurs formes. Le processus d'élaboration du dit document de stratégie a été conduit suivant une approche participative et inclusive. La cérémonie officielle de lancement de la dite stratégie est prévue pour le jeudi 14 décembre 2023. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la visite d'amitié et de travail de la délégation qu'il a conduite à Beijing, en République populaire de Chine. Une délégation malienne de haut niveau a effectué une visite de travail et d'amitié en République populaire de Chine du 5 au 11 décembre 2023. Au cours de la visite, les parties maliennes et chinoises se sont félicitées de la parfaite convergence de vues entre les autorités des deux pays sur de nombreux sujets internationaux et régionaux, notamment ceux relatifs aux principes fondamentaux de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Elles ont déploré la politisation et l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme par certaines puissances étrangères. La partie chinoise a réitéré son soutien aux efforts du gouvernement du Mali visant le respect de sa souveraineté et le renforcement de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. À l'issue des entretiens avec les membres du gouvernement de la République populaire de Chine et avec les dirigeants de banques et d'entreprises chinoises opérant au Mali, la partie chinoise a marqué son accord de principe pour soutenir les projets structurants dans les domaines agricoles, miniers, énergétiques et des infrastructures, des nouvelles technologies, ainsi que la réalisation d'unités industrielles dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant mutuellement avantageux. Le ministre des Mines a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 60e session du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma à Ouagadougou. L'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma a pour objectif de promouvoir le développement harmonieux et sécuritaire intégré par la mise en valeur dans un cadre régional des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agro-pastorales et piscicoles des États membres. La République du Mali assure la présidence du Conseil des ministres et le secrétaire exécutif de l'institution. La 60e session du Conseil des ministres, prévue le 22 décembre 2023, sera précédée de la réunion préparatoire des experts du 18 au 20 décembre 2023. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de la réception des dossiers de candidature au concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État. Le concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2023 a été ouvert par communiqué numéro 015
MTFPDS SG du 27 octobre 2023. La situation cumulée des dossiers reçus est la suivante. CAI 2131, Sikasso 6396, Ségou 5728, Mopti 2749, Tombouctou 1015, Gao 1725, Bamako 44 760, soit un total de 64 504 dossiers reçus. Le lancement des concours est prévu le 23 décembre 2023 dans les différents centres de Bamako et de région. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale des migrants. La Journée internationale des migrants, proclamée par l'Organisation des Nations Unies le 4 décembre 2000, commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle est célébrée le 18 décembre de chaque année en vue de dissiper les préjugés sur les migrants et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale et sur leur contribution au développement économique, social et culturel au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays d'accueil. Pour l'édition 2023, le thème retenu est mobilité humaine et changement climatique. Les festivités de la Journée internationale des migrants de cette année se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est prévue les 11 et 12 janvier 2024 ici à Bamako. Elle sera précédée de la réunion des experts qui se tiendra du 8 au 10 janvier 2024. Ce conseil sera l'occasion de formuler des recommandations par rapport à la mobilisation du financement des projets structurants de l'organisation, notamment la réalisation de projets de navigation sur le fleuve Sénégal. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres du processus d'élaboration d'un protocole pour l'atténuation du remboursement des encours de prêts des travailleurs de l'aménagement, membres de l'association du staff local de l'aménagement. Le protocole d'accord pour le remboursement des encours de prêts des travailleurs de l'aménagement rentre dans le cadre des mesures en cours en termes de la stratégie nationale d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de l'aménagement. Le protocole a conclu pour une durée prévisionnelle allant jusqu'au 31 décembre 2024 sera sorti des mesures permettant d'atténuer les conditions de recouvrement des encours. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres du déroulé de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, édition 2023. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, édition 2023, a été célébrée le 25 novembre, du 25 novembre donc au 10 décembre 2023, sous le thème « Rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles en période électorale ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'engagement du chef du gouvernement à prendre en charge au nom des plus hautes autorités du Mali les frais liés à l'octroi de prothèses à la dame amputée de ses bras des suites des actes de violence basés sur le genre. Cet engagement gouvernemental fut le début de tout un plan de solidarité et des actions de communication et des plaidoyers menés par les autorités administratives, politiques, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile. Les activités se poursuivent jusqu'en fin décembre 2023 avec notamment des conférences, débats dans les universités, des sessions de sensibilisation et de plaidoyer. Les partenaires techniques et financiers ont manifesté leur entière disponibilité à accompagner l'État malien et tous les acteurs dans la lutte pour l'abandon des violences basées sur le genre. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali. La 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali s'est tenue du 23 novembre
au 3 décembre 2023 à Bamako sous le thème l'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples, de croissance économique. Le Burkina Faso était le pays invité d'honneur de cette édition. Cette quatrième édition a rassemblé des artisans venus des 19 régions du Mali et du district de Bamako. En plus du Burkina Faso, les artisans de plusieurs autres pays africains de l'Inde, de la Turquie et de l'Iran y ont également pris part. Au total, 1302 exposants étaient présents à cette édition qui a enregistré 190 740 visiteurs avec un chiffre d'affaires déclaré de 445 913 408 francs en CFA. En marge de la cérémonie d'ouverture du salon, le Premier ministre, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme ont été décorés respectivement de la médaille de grand officier et d'officier de l'ordre de l'étalon par le Premier ministre du Burkina Faso au nom du président de la transition du Burkina Faso. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la deuxième édition des Journées du poisson au Mali. Le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture au Mali contribue à la réduction du déficit nutritionnel et constitue un pôle de développement économique. Il contribue à hauteur de 3,8% au produit intérieur brut et génère environ 500 000 emplois. En 2022, la production halieutique a atteint 110 366 tonnes de poissons, dont 8 752 tonnes de poissons de pisciculture, plaçant le Mali parmi les premiers pays africains producteurs de poissons d'eau douce. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, en collaboration avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et l'interprofession de la filière poisson du Mali, organise les 21, 22 et 23 décembre 2023 les Journées du poisson du Mali, deuxième édition. Les Journées du poisson du Mali visent à offrir un espace de promotion, d'information, de sensibilisation sur la filière poisson et son rôle prépondérant dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Ces journées vont réunir l'ensemble des acteurs des différents maillons travaillant sur la chaîne de valeur au poisson. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, B, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Mariam Kone, à vous, au bon sud du journal. Merci, Ibrahima Djambélé. L'actualité, c'est aussi la situation économique et financière au Mali. Le gouverneur de la BCEAO se félicite du bon niveau des indicateurs en dépit des chocs enregistrés sur le plan international et au sein de l'UEMOA. Jean-Claude Cassibrou, en visite à Bamako, l'a dit à l'issue de son entretien cet après-midi avec le président de la transition. Il a également informé le chef de l'État de l'ouverture à Caille en 2024 du troisième bureau auxiliaire de la BCEAO. Jean-Claude Cassibrou s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Ibrahima Traoré et Brahima Koulibaly. Depuis ma nomination en tant que gouverneur de la BCEAO, donc il était important que je vienne saluer monsieur le président de la transition. Nous avons saisi cette opportunité pour présenter un peu au président de la transition l'évolution de la situation économique, l'inflation. Nous avons parlé un peu de l'amélioration de l'inflation dans la région, la perspective de croissance qui sont quand même soutenues dans le secteur agricole, dans le secteur minier et dans le secteur des services dans la région, et toutes les questions qui sont liées bien sûr au financement des économies. C'est un aspect extrêmement important et donc nous avons un peu partager ces questions et ça nous a permis également d'écouter les conseils de son Excellence Monsieur le Président de la Transition sur ces différents points. Nous avons aussi profité de cette audience pour informer Monsieur le Président de la Transition que nous avons pratiquement
finaliser la construction de notre troisième agence auxiliaire ici au Mali. On va ouvrir en 2024 à Caille. Les autorités nous diront à peu près à quel moment on pourra procéder à l'inauguration de cette agence qui va venir renforcer le maillage des agences de la Banque centrale dans tout le pays et qui va venir renforcer la capacité de la Banque centrale à accompagner les banques dans pratiquement l'ensemble du pays. Et CAI est un secteur qui est en forte expansion, avec beaucoup d'établissements de crédit qui sont installés dans la zone, compte tenu du développement économique de la zone. Le Mali et la BCEAO, comment se porte aujourd'hui ce partenariat? Et est-ce que les chiffres sont au vert au Mali? C'est un partenariat qui se porte bien. Je crois que le pays, comme tous les autres pays de l'Union monétaire ouest-africaine, a subi les chocs de la Covid, les chocs liés à la hausse des cours des produits pétroliers, les produits alimentaires, la hausse des taux d'intérêt internationaux. Nous travaillons pour justement faire en sorte que tous ces aspects soient gérés pour que la croissance économique, le développement des pays ne soit pas entravé. Les indicateurs sont bons, je crois que monsieur le ministre des Finances est là. La croissance est positive. D'après les informations qui nous ont été communiquées, on attend une très bonne production au niveau de la campagne de coton. Et donc ça, évidemment, c'est très positif pour le Mali, mais aussi pour la région. Et la production de l'or, vous savez que l'or est un secteur clé aussi pour le Mali. Évidemment, ce secteur est en expansion. Et donc tout ça, évidemment, ça ne peut que conforter la croissance économique du pays. La mission d'évaluation du processus de désengagement de la MINUSMA a été reçue par le Premier ministre. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'appui opérationnel a fait le point du déroulement de la mission ainsi que de bonnes perspectives quant à la coopération future entre le Mali et l'organisation onusienne. Le chef du gouvernement a assuré ses interlocuteurs de la disponibilité des autorités de la transition à collaborer avec les Nations Unies. Alousseni Touré. Dans quelques jours, le personnel des Nations Unies va complètement se désengager de notre pays. La plupart des emprises ont été rétrocédées au gouvernement. Les dernières le seront avant le 31 décembre. La mission d'évaluation se félicite de la bonne collaboration du gouvernement et se projette déjà dans la perspective des relations futures entre le Mali et les Nations Unies. Pratiquement 60% de camp de Gao a été remis dans les mains de son Excellence, Monsieur le gouverneur de région. C'est-à-dire pratiquement 86 hectares de superficie avec les bâtiments et avec toutes les choses en état de fonctionnement a été remis. Donc avec la fermeture de Mopti et le transfert plutôt aux mains des dirigeants maliens, nous n'avons que les 3 bases, des bases de liquidation. Le 29 décembre, on va transférer une partie de nos camps de Bamako qui s'appelle le camp de Sénou. Le camp de Sénou avait la capacité de 623 personnes. Maintenant, il n'y a que 203 qui restent et on va les dégager avant le 29 décembre. Le Premier ministre a donné le gage de la disponibilité du gouvernement à mettre tout en œuvre pour un bon parachèvement de la mission, tout en accueillant favorablement l'annonce des futures relations entre le Mali et le système des Nations Unies. Globalement, les choses se passent comme nous avons souhaité, comme les Maliens l'ont souhaité. Je crois que c'est le plus important. Le reste, maintenant, à bien finir, comme on dit, finit bien, tout ce qui finit en beauté, que les choses se passent très bien vers la fin. Et aux uns aux autres que le départ de la MINUSMA ne veut pas dire une bagarre avec l'ONU. La MINUSMA, c'est un instrument de travail de l'ONU, donc ils vont se retirer en bon ordre. Pour le reste, je vous dis pas adieu, je dirais juste au revoir. La rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance cordiale s'est achevée par un échange d'amabilité entre les deux personnalités, présage d'une coopération promoteuse entre Maliens et administration onusienne.
Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu 2 délégations ce matin. L'Association des journalistes sportifs du Mali et des membres du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse du Mali. Les journalistes se sont entretenus avec le président Katilé sur leur participation à la CAN Côte d'Ivoire 2023 et les jeunes ont présenté le comité chargé de la normalisation du Conseil national de la jeunesse. Le point de ces audiences avec Abdoulaye Sako et Adama Kamara. CAN Côte d'Ivoire 2023. La CAN Côte d'Ivoire 2023 s'ouvre dans un mois, précisément le 13 janvier 2024. Et l'Association des journalistes sportifs du Mali compte jouer sa partition. Au public sportif malien, elle veut offrir une couverture à la dimension de l'événement. Mais pour y arriver, les journalistes ont besoin d'appui et de conseils. Une CAN sans la présence des journalistes sportifs est presque impossible. Donc au niveau malien, l'AJSM entend faire participer une soixantaine de journalistes sportifs du Mali. Au-delà de ces conseils précieux, un appui de l'institution, parce que l'AJSM va appuyer les organes de presse présents, les journalistes présents en Côte d'Ivoire en termes de logement, en termes de restauration. La délégation du Conseil national de la jeunesse du Mali était chez elle. L'organisation est l'une des fêtières qui a même un représentant au sein du Conseil. En venant à la rencontre des aînés, elle espère avoir des conseils et orientations pour réussir sa mission qui est de réconcilier les jeunes du Mali. C'était en premier lieu pour présenter le comité de normalisation, ses missions, ses objectifs et recueillir les propositions de réforme que le Conseil a pour la jeunesse du Mali. Parce que nous savons que c'est une force de proposition et nous avons des aînés qui maîtrisent bien la jeunesse, qui ont été des acteurs de jeunesse. Donc nous sommes vraiment venus à leur écoute et faire le plan des propositions de réforme afin que nous puissions ensemble normaliser la jeunesse, avoir une jeunesse responsable, une jeunesse représentative dans tous les secteurs d'activité au Mali. Aux 2 délégations, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katilé, a réitéré sa disponibilité à les accompagner dans leurs différentes tâches. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Maître Moustapha Cissé, a eu la visite aujourd'hui au siège de l'EJ du président de la commission électorale indépendante, nationale plutôt indépendante du Burkina Faso. Les 2 présidents ont échangé sur plusieurs aspects relatifs à la bonne organisation des élections dans leurs pays respectifs. Je vous propose d'écouter le président de la CENI du Burkina Faso, Élisée Ouedraogo, est au micro de Aridjou Matina. Dans nos 2 États, nous sommes des structures qui sont en charge d'organiser des processus électoraux. Nous sommes aussi des pays en transition politique. Et qui dit transition politique dit particularité également en termes donc de gestion des processus électoraux. Alors, ces similitudes que nous avons en termes de contexte nous obligent nécessairement à examiner les défis auxquels nous faisons face et à rechercher ensemble les solutions que nous pouvons construire pour pouvoir garantir à nos populations des élections qui aident à consolider la paix dans ces États. Alors, ce cadre d'échange était très satisfaisant pour nous parce que ça nous a permis d'examiner les défis communs auxquels nous aurons certainement à faire face, mais aussi des défis qu'ont pu relever déjà l'autorité indépendante de gestion des élections ici, dans le cadre de l'organisation du référendum constitutionnel qu'il y a eu lieu ici. Alors c'était tout à fait nécessaire que nous puissions à la fois savoir comment les choses ont été conduites, quelles sont aussi les leçons apprises par eux-mêmes de la manière dont ils ont conduit, de ce qui s'est bien passé, mais aussi par moments des difficultés qu'ils ont pu rencontrer et qui permettent aussi de faire des réajustements par rapport aux élections à venir. Et nous, en apprenant cela, ça nous permet aussi d'anticiper sur les mesures à prendre dans le cadre de la planification aussi des processus électoraux dans notre pays. L'ambassade de Chine fait don d'équipements pédagogiques en réfrigération et climatisation au centre de formation professionnelle de Sénou. Ce don va aider le CFP Sénou à surmonter les difficultés d'enseignement et à parvenir à un meilleur développement. Abibatou dit Koyan Diakité et Mohamed Sidibé. Construit par la Chine,
Le centre de formation professionnelle de Sénou vient d'être doté d'équipements de froid climatisation par l'ambassade de Chine. Le tout pour une valeur de 25 millions de francs CFA. Je peux dire qu'il y a des climatiseurs armoires, des climatiseurs split. Il y a aussi une chambre froide. Il y a aussi des panneaux et tout ce qu'il y a comme équipement de froid climatisation. Ces équipements devront permettre d'améliorer la qualité de formation des apprenants de cette discipline du CFP Sénou, un centre de référence qui a coûté près de 10 milliards de francs CFA. Les résultats attendus après l'opérationnalisation du CFP Sénou sont la qualification de la main-d'œuvre et la réduction de la demande en compétences étrangères dans les 11 filières de formation retenues dans le secteur des BTP, notamment menuiserie bois, chaudronnerie, électricité bâtiment, maçonnerie, staff décoration, froid climatisation, construction métallique, plomberie sanitaire, carrelage, peinture bâtiment, maintenance des engins lourds. La Chine apprécie beaucoup le centre de formation professionnelle de Sénou, fruit de la coopération amicale entre nos deux pays. Elle est disposée à travailler main dans la main avec le Mali pour fournir à ce centre tous les soutiens possibles. Elle contribue davantage au développement économique et social du Mali. Ouvert le 7 janvier 2021 avec 130 apprenants, le CFP Sénou a formé à la date d'aujourd'hui 238 jeunes. 230 sont en formation et 65 sortants ont reçu leurs attestations de fin de formation au cours de cette cérémonie. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, colonel Assimi Goïta, la présidence de la République vient d'offrir 140 cartons de craie blanche et en couleur à l'Académie d'enseignement général de Kalabankoro. Faut-il le souligner, ces craies sont fabriquées par l'Union malienne des aveugles. Mohamed Nama Keïta a suivi la remise. Ces 140 cartons de craie floquées UMAV, Société de production des aveugles du Mali, Sopram, sont destinés aux écoles de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro. Une matérialisation de la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de rehausser les niveaux de l'éducation malienne. C'est tout le sens de cette cérémonie de distribution de craie dans la cour de l'école F à Kalabankoro. Le président, à travers ses œuvres sociales, a jugé nécessaire d'acheter de la craie à l'UMAV. Parce qu'on sait que nos frères non-voyants produisent de la craie de bonne qualité là-bas, mais un peu méconnue de tout le monde. Le président a jugé nécessaire d'acheter à peu près 800 cartons qu'il va distribuer à différentes académies d'enseignement. C'est pour joindre l'utile à l'agréable, encourager les gens de l'UMAV et surtout montrer son engagement pour l'éducation. Pour les autorités locales de Kalabankoro, ce geste du président de la transition vient à point nommé. Nous avons vu que c'est la craie qui a été fabriquée au Mali et qui a été faite par les jeunes aveugles. Nous sommes vraiment fiers aujourd'hui, nous sommes très heureux et au nom de toute la communauté éducative que je dirige au niveau de Kalabankoro, nous vous disons merci. Le président de l'Union malienne des aveugles est reconnaissant pour la marque de confiance et de considération des autorités maliennes. C'est le lieu de remercier le président Assimi, colonel, et son excellent chef de l'État et au-delà toutes les autorités de la transition. Et lui, il vient de donner un exemple que le consommé malien est bien possible, lequel consommé malien fait partie du socle de Mali-Koura. Ce premier lot de craie de 140 cartons a été réparti entre les 5 centres d'animation pédagogique de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro, à savoir le CAP de Kalabankoro, celui de Baguineda, le CAP de Sirakoro-Meguetan, le CAP de Welesibougou et celui de Wenzembougou. Chaque centre a reçu 24 cartons de craie blanche et 4 cartons en couleur. Dans les prochains jours, les 660 cartons restants seront distribués dans d'autres écoles de Bamako et environ. Relever le défi de la qualité du système éducatif est l'ambition du ministre de l'Éducation nationale. C'est dans ce cadre que les professionnels du domaine en commission tiennent les états généraux de l'éducation. Les 2 jours d'échange doivent leur permettre de faire un diagnostic sans complaisance de la situation. Pour plus de précision, écoutons le professeur Amadoussi Savané, ministre de l'Éducation nationale, propos recueillis par notre reporter Fademba Keita. Une formation de qualité et une gestion rigoureuse sont des conditions indispensables pour l'entrée et le maintien
dans la fonction enseignante. Une gestion rigoureuse et transparente du personnel enseignant, adossée à un plan de carrière consensuel, permettrait de relever le défi de la qualité des enseignements-apprentissages. Les États généraux de l'éducation, justement, ambitionnent de résoudre cette problématique. C'est pourquoi la question enseignante reçoit un traitement à partir de cet événement de portée historique. 2 jours durant donc, des acteurs avertis et des personnels ressources de renom se pencheront sur cette problématique. Ensemble, ils feront de la question un diagnostic sans complaisance en vue d'y apporter des solutions à la fois appropriées et robustes. C'est au cours de leur rencontre trimestrielle que les parties prenantes du projet Le Travail Pas à faire d'enfants ont partagé les résultats obtenus et les perspectives en vue pour l'atteinte de leur objectif. Un projet de 5 ans financé par le Royaume des Pays-Bas pour soutenir les efforts locaux dans la lutte contre le travail des enfants. Compte rendu Hawa Adama Koulibaly et Aruna Diarra. Après 4 ans, 6 mois sur 5 ans au total, un arrêt s'impose au projet Travail Pas à faire d'enfants TPAE pour faire l'état des avancées enregistrées et identifier les points d'amélioration. Au constat, plus de 206 000 enfants dans 20 communes de Ségou et de Sikasso sont concernés par le travail d'enfants. On a essayé de prendre alors un quota dans ce lot, donc à hauteur de 8 370 enfants. Alors, comme cible à extraire du travail. Cette année 2023, c'est encore sans les données quantifiées de l'année en cours. Donc, on est à 4 430 enfants déjà extraits, tout enfant confondu. Cette extraction concerne les enfants de 5 à 17 ans dans les zones d'orpaillage et les champs de coton, entre autres. Un enfant sur 3 est obligé de travailler au Mali, souvent dans des conditions précaires. La majorité de ces enfants travaillent comme aides ménagères ou dans l'agriculture ou l'orpaillage. Une autre conséquence occasionnée par ces travaux reste l'abandon excessif de l'école. Ce sont donc l'occasion de cet atelier pour soutenir la déclaration du 30 novembre dernier du Parlement des enfants du Mali et la Coalition malienne des droits de l'enfant COMAT afin que soit légiféré le plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants au Mali, PANETEM, pour créer un environnement propice à l'épanouissement et au développement des enfants. Les plus gros défis à relever sont la pérennisation et le suivi des procédures entamées pour la mise en place d'un mécanisme efficace de protection pour les enfants. Car le projet Travail Pas à faire d'enfants atteint son épilogue en juin 2024. Le rapport sur l'état des lieux en matière d'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les médias audiovisuels au Mali a été présenté aux hommes des médias. Ils sont une 60aine d'acteurs de radio et de télévision de 5 régions du Mali et du district de Bamako à prendre part à la journée. Daouda Kone pour les détails. C'est le rapport d'une étude réalisée par la Haute Autorité de la Communication HAC en partenariat avec Fondation Internationale pour les systèmes électoraux IFES Mali qui est présenté aux hommes des médias. Une journée leur est offerte pour échanger sur le contenu du dit rapport. Nous avons commencé par le développement d'un ensemble d'indicateurs qui permettent au centre de monitoring des médias de suivre les médias, surtout les télévisions pour le moment, de façon à voir le degré d'inclusion de ces groupes marginalisés dans les médias qui sont suivis. Cette activité se veut aussi une tribune de sensibilisation des professionnels des médias régionaux et du district de Bamako. Depuis la création de cette association, c'est la première fois pour nous de participer à ce genre d'activité. Nous sommes déjà considérés et ça veut dire que l'inclusion qu'on est en train de dire avance à grands pas. L'invite fondamentale qui est faite aux uns et aux autres, c'est de faire en sorte de ne laisser personne en rade et particulièrement les personnes vivant avec un handicap,
notamment en période électorale, mais pas seulement en période électorale, à tout moment. Une soixantaine de professionnels des médias de 5 régions du Mali et du district de Bamako prennent part à la journée. Et ce communiqué, le président de la haute autorité de la communication dans le cadre du suivi des organes de communication audiovisuelle a constaté que malgré l'ouverture de plusieurs périodes de mise en conformité en 2017, 2018, 2019 et 2020, de nombreuses radios n'ont pas encore finalisé la procédure à travers la signature d'une convention avec la HAC et l'obtention d'une autorisation. Le président de la haute autorité de la communication informe les promoteurs de radios privées disposant d'arrêtés interministériels ou d'autorisation provisoire d'établissement et d'exploitation qu'une dernière période de régularisation de ces radios est ouverte à partir de ce jour jusqu'au 31 mars 2024. Le président de la haute autorité de la communication invite les promoteurs des dites radios des auditions du présent communiqué à se présenter à la HAC munis des documents y afférents ou à prendre attache avec ses services au numéro 79 10 25 44 pour être mieux édifiés. Dans tous les cas, le 31 mars 2024 demeure le délai de rigueur retenu pour la fin de l'opération de mise en conformité. Le président de la HAC sait pouvoir compter sur la compréhension de tous. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel a tenu mercredi dernier sa 3e session du comité d'orientation et de pilotage. Au cours de cette session, les administrateurs vont examiner et adopter le rapport d'activité du projet et le projet de plan de travail et budget annuel 2022-2023 révisé. Agibou Koulibaly. Pour cette 3e session, il s'agit d'assurer la cohérence entre les activités similaires financées par le Mali et d'autres bailleurs de fonds, entre autres. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, c'est un projet qui a été initié par nos 3 États, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour faire face aux défis dont la zone de l'Iptako-Kourma est confrontée. Les déplacés et les vulnérables. Pour le premier responsable du comité d'orientation et de pilotage, ce projet prend en compte les préoccupations soulevées par les communautés elles-mêmes pour apporter des réponses aux urgences prioritaires et aux besoins de développement territorial des communes de ces zones d'intervention. Ce principe a prévalu pour la préparation du PTBA 2024 qui est élaboré conformément au manuel d'exécution du projet sur la base d'un processus itératif et participatif auquel tous les acteurs ont été impliqués. Sur le plan financier, le PTBA 2024 porte sur un montant de 20 654 954 854 francs CFA. Ce PTBA est ambitieux et prévoit d'engager globalement 36,03% des ressources du projet pour atteindre une cible d'1 million de bénéficiaires. À la fin de cette 3e session, les suggestions et recommandations permettront à l'unité d'exécution du projet de disposer d'un outil de planification efficace et efficient afin d'atteindre les résultats escomptés. L'inspection de l'élevage a abrité dans ses locaux la 6e session du comité d'orientation du Centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique. Les réflexions issues de ce comité d'orientation serviront de guide pour faire du centre un cadre privilégié de conservation de l'espèce bovine de la race Dama qui est en voie de disparition. Aliou Abdoulaye Touré nous en dit plus. Cette session va procéder à l'adoption du rapport d'activité 2023, le programme de 2024 et le budget y afférent. Plusieurs projets ont été initiés pour promouvoir la race Ndama dans son berceau. Il s'agit notamment de l'opération Ndama de Yamfolila de 2008 à 2013 et du projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique, projet BE, de 2010 à 2014. En termes de bilan technique et financier, le taux d'exécution technique est de 60% et le taux d'exécution financière est estimé à près de 48%. Au titre du budget 2024, il est prévu une inscription de 275 millions de francs CFA au titre du budget spécial d'investissement. Malgré ce bilan,
Le centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique est confronté à des difficultés de fonctionnement. Sur le plan financier, après la clôture du projet BE, le fonctionnement du centre est assuré exclusivement sur le budget spécial d'investissement. Et sur le plan technique, la situation actuelle du centre pose aujourd'hui un véritable problème de visibilité et de lisibilité des activités du centre. Le centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique est un service de recherche et de développement. Il a pour mission d'améliorer la production et la productivité de la race Dama, de mener des activités de promotion du bétail ruminant endémique et de renforcer les capacités des associations et coopératives d'éleveurs de cette race. Actualité à Kidal. Ça y est, c'est fait. Le nouveau gouverneur de Kidal est arrivé, accompagné de l'ensemble de son cabinet ainsi que tous les services techniques et financiers de la région. Général Elhadj Agamou a reçu un accueil chaleureux des populations. Il devrait s'employer au retour rapide des services sociaux de base dans la région. Reportage Sidi El Mehdi Ag Albaka. Après sa libération le 14 novembre dernier par les forces armées et de sécurité maliennes, la région de Kidal assiste avec une grande émotion au retour définitif de l'administration. Jamais un gouverneur de Kidal n'a suscité autant d'espoir. Le chef de l'exécutif régional, à la tête d'une forte délégation, vient d'occuper les quartiers administratifs en 8e région. Tout le monde est là. On s'en appelle à toute la population. Et bien sûr, qui a quitté la région de Kidal, des Kidalois qui veulent revenir chez eux, sans problème, pour élever les défis qui est le développement, l'école, l'ouverture des écoles, la population, aujourd'hui, l'invite à revenir à Kidal. Ce retour de l'administration est une forte volonté politique. Recouvrer l'intégrité du territoire national et instaurer sans embâche l'autorité de l'État. Les forces armées de sécurité sont déjà déployées dans la région de Kidal. Et pour vraiment la sécurisation des populations et leurs biens, et que l'autorité de l'État doit être respectée par tout le monde, par toute la population. L'administration régionale, pour une première fois, n'a pas attendu la réhabilitation et l'équipement des services de l'État pour s'installer. Ce geste n'a pas échappé aux Kidalois. C'est un message fort, ça veut dire vraiment que l'administration a la ferme volonté, n'est-ce pas, d'être auprès des populations. Et c'est le souhait le plus ardent des populations de la région de Kidal. C'est une volonté vraiment de faire redémarrer la région avec les moyens de bord. Le gouverneur il va constater ce qu'il y a et puis il va s'adapter à la situation. Nous sommes contents pour l'arrivée du gouverneur. Nous laissons la bienvenue dans la région de Kidal. Les bâtiments ont été pillés ou saccagés. Il ne reste plus rien que des bureaux vandalisés. Certes, cela représente un grand défi, mais le nouveau chef de l'exécutif régional incarne un immense espoir d'une ville réconciliée dans un Mali uni et prospère. Attention, âme sensible, Akita Broulaye Koulibaly, dit Framoko, arrêté pour le meurtre de 5 personnes d'une même famille, a reconnu d'être l'auteur du crime crapuleux. C'était lors de sa première audition devant le juge d'instruction de Kita. Interrogé sur l'évolution des procédures judiciaires, le procureur du tribunal de Kita explique les avancées notoires de l'enquête de l'assassinat qui s'est produit dans la nuit du 6 au 7 décembre dans la région de Kita. Le procureur Oumar Traoré répond au micro de Mahamadou Aliou Bari. Depuis l'interpellation du présumé auteur du crime qui a été commis la nuit du mercredi 6, aujourd'hui 7 décembre, l'enquête a suivi son cours pendant tout le week-end. Ce n'est que le lundi 11 décembre 2023 que la police a terminé avec l'enquête préliminaire. Et alors le suspect nous a été conduit dans la soirée du lundi. Nous l'avons interrogé brièvement, comme cela se doit. Nous l'avons poursuivi. Le suspect numéro 1, qui s'appelle Broulaye Koulibaly, surnommé Kramogo. Donc nous l'avons poursuivi pour des faits d'assassinat
Après les poursuites, nous avons naturellement ouvert une information judiciaire. Le dossier a été transmis à un cabinet d'instruction et les juges les a tous inculpés d'assassinat en ce qui concerne Boulaye Coulibaly et de complicité pour les deux autres, Baye Coulibaly, Modibo Traoré. Après les avoir inculpés, naturellement, les juges les a placés sous mandat de dépôt. Et la procédure va suivre son cours au niveau du cabinet en étroite collaboration avec le parquet d'ici. Le message que je vais adresser aux parents des victimes, c'est d'abord de prier pour le repos de l'âme de ces victimes et de garder foi en la justice. Qu'ils gardent foi en la justice, qu'ils sachent que la justice malienne est autant touchée que dans cette histoire-là. Et nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour que la lumière soit faite et que les coupables soient punis. Soucieuse du renforcement de la sécurité et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans la région de Taoudéni, le Centre du dialogue humanitaire a tenu une rencontre d'échange avec les leaders communautaires et religieux de la région. Une rencontre qui s'est endossée sur des recommandations, nous dit Cherfi Moulay Aïdara. La consolidation de la paix, la sécurité et la cohésion sociale, voilà les sujets à l'ordre du jour de cette rencontre initiée par le Centre de dialogue humanitaire avec les leaders communautaires de la région de Taoudéni pour promouvoir la confiance entre les communautés. J'invite les partenaires techniques et financiers à emboîter les pas au Centre HD pour reconstruire et consolider les acquis de la paix, une opportunité historique pour ressourcer notre système démocratique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore, vu l'évolution de la situation sur le terrain, pour permettre aux acteurs d'échanger, de donner leurs points de vue et de proposer des solutions et des mécanismes pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes auxquels les populations sont confrontées aujourd'hui dans la région de Taoudéni. La quête de la paix et son renforcement sont l'une des priorités des autorités régionales. La région de Taoudéni a besoin de paix pour rendre effective son opérationnalisation et accélérer son développement. Tous doivent contribuer à l'atteinte de cet objectif. En tout état de cause, je ne ménagerai aucun effort pour poursuivre, voire renforcer la sensibilisation de toutes les couches sociales et politiques pour le retour à une paix définitive dans notre région. Plus de 1400 enfants provenant de 10 villages des communes rurales de Massina, Bokiwere et Monipeboukou ont eu accès à une éducation en situation d'urgence améliorée. Les résultats ont été partagés au cours de la rencontre bilan de ce projet qui tend vers sa fin par les acteurs de l'éducation. Fousseni Samaki. En 3 ans d'activité, le projet d'appui à la rescolarisation d'enfants mis en œuvre par l'ONG Amapros a permis à plus de 1400 enfants d'accéder à une éducation en situation d'urgence améliorée. Ces enfants, dont la moitié sont des filles, viennent de 10 villages des communes rurales de Massina, Bokiwere et Monipeboukou. En 36 mois d'intervention, l'équipe PAR, avec l'appui des différents partenaires, ont pu identifier et réinscrire à l'école 1463 enfants, dont 624 filles, soit un taux de réalisation de 98,78%. Le PAR a octroyé un montant global de 11 840 000 francs CFA à 296 mères d'enfants réinscrits à l'école. Les bénéficiaires se réjouissent de ces résultats atteints en matière d'amélioration des conditions d'apprentissage dans les zones d'intervention du projet. C'est des enfants qui, par le passé, avaient quitté l'école, mais ils ont pu quand même les ramener à l'école. Et ces enfants sont aujourd'hui dans le système éducatif malien. Au nom de l'ensemble des autorités du cercle de Massina et au nom de toute la population du cercle de Massina, j'ai voulu quand même formuler cette doléance de prolongation du projet PAR, compte tenu de son importance, compte tenu de ses impacts. À noter que le projet d'appui à la rescolarisation d'enfants PAR est financé par l'ONG suédoise Eric Development Partner à un coût de 241 millions de francs CFA pour une durée de 3 ans.
La direction du Festival du Vivre Ensemble et la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou ont lancé la foire du Festival du Vivre Ensemble. C'est un prélude à la 8e édition de l'événement. Objectif, mettre en relation les acteurs du marché et les populations en vue d'établir des contacts gagnant-gagnant dans la cohésion. Reportage Najim Babassissé. En prélude aux festivités de la 8e édition du Festival du Vivre Ensemble, la direction du festival, en partenariat avec la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou, a initié cette foire. Elle vise d'une part à aider la population à se procurer des articles et provisions à des prix concurrentiels et d'autre part faciliter la visibilité à nos artisans, entrepreneurs, afin de mieux faire connaître leurs produits. La foire est aussi la foire du vivre ensemble. C'est une occasion d'échanger, d'être ensemble, de se rapprocher, de se parler. Au cours de ces quelques jours que durera cette foire, exposants et acheteurs vont se côtoyer dans une dynamique de cohésion et de vivre ensemble. Un des objectifs qui constitue le socle de ce festival. La foire commerciale permet à nos différents acteurs de mêler des affaires pendant ces moments, et plus particulièrement à nos transformatrices et artisans d'étaler tout leur savoir-faire et leurs talents qui attireront plus d'un visiteur. Elle permettra aussi des gestes d'expérience intra- et extra-régionales. C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements à la direction du Festival Vivre Ensemble pour cette belle initiative visant sans nul doute à promouvoir la paix et le vivre ensemble, ce qui cadre parfaitement avec la politique générale du gouvernement. La foire du Festival du Vivre Ensemble se veut d'établir des connexions profitables et des ventes et achats directs afin d'appuyer la relance de l'économie locale pour mettre en valeur les produits de fabrication made in Timbuktu. Santé, la maladie appelée dengue a fait son apparition dans la région de Caille. 28 cas suspects ont été enregistrés. Parmi ces cas suspects, 11 ont été testés positifs. Les médecins appellent à la vigilance. Une équipe de l'ORTM Caille, avec à sa tête Kabadjara, est allée à la rencontre des spécialistes pour en savoir plus. Suivant. Méconnue des populations, la maladie appelée dengue est bel et bien apparue dans la région des Cailles. Du 1er novembre à ce jour, 28 cas suspects ont été enregistrés, dont 11 testés positifs par le laboratoire. Aucun décès n'a été signalé pour le moment. J'ai entendu parler de cette maladie, la dengue, sur la radio Mali. Il paraît que ce sont des moustiques appelés Muruntouni qui sont à l'origine de la maladie. Ces moustiques sont différents de ceux qui nous piquent la nuit. Il paraît que c'est une maladie très dangereuse. La dengue, c'est une maladie d'origine virale. C'est causé par un virus à travers la piqûre vraiment d'un moustique qu'on appelle le moustique Aedes, communément appelé en bambara Erial Sosoni. C'est le moustique infecté qui transmet vraiment la maladie de la dengue. Quels sont les symptômes, les mesures de prévention et le traitement à suivre? La porte d'entrée, c'est la fièvre. La fièvre, plus des maux de tête, plus les douleurs musculaires. Des fois, il y a une éruption cutanée généralisée, non vésiculaire, chez les personnes présumées de la dengue. C'est une maladie apparentée avec le paludisme, mais la symptomatologie les diffère un peu. La transmission se fait à travers le moustique infecté. Et un moustique infecté de la dengue, en piquant une autre personne saine, peut transmettre vraiment la dengue. Mais l'avantage de cette maladie, si une personne fait la maladie, la personne ne peut pas transmettre la maladie à d'autres personnes, comme les épidémies précédentes que nous avons quand même enregistrées dans la région de Caille, notamment Ebola et autres. Mais comment peut-on savoir que la personne fait la dengue, oui ou non? Seul le laboratoire peut confirmer la dengue ou infirmer. Il n'y a pas de traitement spécifique contre la dengue. Le traitement, il est symptomatique. Si on fait de la fièvre, on donne un médicament et la fièvre, ça estompe la fièvre. Le gouvernement commence à se dire si le gouvernement pouvait instruire aux services d'hygiène de pulvériser les maisons et les alentours, ça sera très salutaire, car ces moustiques circulent le jour et ce n'est pas du tout facile de les éviter. La spécificité de cette maladie, ça peut attraper les enfants aussi bien que les adultes. Et nous protégeons vraiment nos enfants en les portant des habits longs qui couvrent leurs bras et puis leurs pieds. Il faut que nous utilisons les anti-moustiquaux en spirale sous faralane qu'on utilise, ou les pommades anti-moustiques, les répulsifs
vraiment pour se protéger contre la piqûre de ces moustiques. Les symptômes de la dengue sont similaires au paludisme, mais ce ne sont pas les mêmes maladies. Restons avec les médecins. La première journée scientifique de la Société de néphrologie du Mali se tiendra demain, 14 décembre 2023, à Bamako. La journée sera célébrée sous le thème « Insuffisance rénale aiguë, enjeux et prise en charge ». À travers l'initiative, les néphrologues du Mali veulent renforcer la communication autour de la maladie afin d'éviter l'insuffisance rénale chronique qui aboutit à la dialyse. Pour plus de détails sur cette journée, écoutons le capitaine Sadi Baba Koulibaly, secrétaire à l'organisation de la Société de néphrologie du Mali. Il est au micro de Koumba Sissé. C'est une rencontre internationale. Il y aura la participation de néphrologues étrangers. Il y aura tous les néphrologues du Mali seront sur place. Il y aura d'autres collègues médecins, que ce soit de la réanimation, que ce soit des urgences, que ce soit de la gynéco-obstétrique, que ce soit de la médecine interne. Tout le monde sera là pour vraiment assister, sinon participer à cette rencontre. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, c'est l'autre versant de l'insuffisance rénale chronique qui nécessite la dialyse définitive. On veut parler du versant qui ne nécessite pas de dialyse définitive. Donc, on veut faire savoir maintenant à la population générale et au monde scientifique qu'il y a vraiment d'autres possibilités de prise en charge, l'insuffisance rénale aiguë, pour vraiment éviter le besoin à la dialyse chronique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème, pour montrer vraiment à la population que toute insuffisance rénale n'est pas forcément égale à la dialyse. On a des conférences sur place et des conférences en ligne. On aura des experts internationaux qui auront à faire des conférences par visioconférence qui vont vraiment parler de la problématique. Et cette annonce, avant de nous quitter, 2003-2023, le bureau du vérificateur général a 20 ans. Cette unique autorité administrative indépendante de contrôle externe au Mali a été dirigée par 3 hommes de styles différents, mais avec un seul objectif, lutter contre la criminalité financière au Mali. À l'occasion des 20 ans du bureau du vérificateur général, nous vous proposons, juste après ce journal, un magazine intitulé 20 ans de contributions pertinentes à la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.